Légendes du folklore, faits paranormaux, disparitions inquiétantes ou machinations spirituelles, avec ma voix plongée au cœur des histoires les plus terrifiantes qui ont marqué l'esprit des hommes et des femmes du monde entier. Dans cet épisode, j'ai décidé de m'attarder et de reprendre les faits paranormaux partagés dans mes précédents podcasts et mes dernières vidéos. Ainsi, le 10e épisode servira à mettre en avant les faits réels et les preuves des enquêteurs cherchant à rendre la vérité de certains de ces faits inexpliqués. Bienvenue dans les chroniques paranormales, épisode spécial enquête de faits paranormaux. Chronique paranormale. Chronique paranormale. Avant toute chose, je tenais à vous informer que je ne vais pas revenir sur le détail des faits pour chacun des cas présentés. Pour ça, je vous laisse voir ou revoir les épisodes 1 à 9 de mes premières chroniques. Dans le premier épisode de mes chroniques, je vous partageais l'histoire du poltergeist d'Enfield, un esprit malfaisant qui s'est emparé de la maison d'une famille anglaise dans les années 70. Pour résumer l'affaire du poltergeist d'Enfield, on sait que la jeune Janet Hudson, âgée de 11 ans, était persécutée par un esprit malfaisant. Un esprit qui s'amusait à faire voler les objets, à frapper les jeunes filles Margaret et Janet. Il cognait dans les murs et s'amusait aussi à faire virevolter la jeune Janet. Les enquêteurs plutôt sceptiques ont cherché à vérifier les faits et ils sont arrivés à faire des conclusions. Selon eux, les deux jeunes filles étaient des farceuses. Elles avaient besoin d'être remarquées. John Michael, un journaliste anglais, a même expliqué que les faits paranormaux étaient souvent liés à une absence de regard vers les deux jeunes filles. En effet, dans son enquête, il affirme que la majorité des faits se sont produits alors que personne ne regardait ni Janet ni Margaret. De plus, Janet se cachait souvent lors de la présence de Maurice Gross ou du supposé Ed Warren qui n'est passé qu'à la va-vite après la médiatisation de cette affaire. L'enregistrement est d'ailleurs une farce maîtrisée par le don de Janet. Elle était capable d'articuler sans remuer les lèvres, avec une voix qui semble venir du ventre. De la ventriloquie serait en effet la finalité selon les experts. La photo où l'on voit Janet dans les airs est aussi très intéressante. Les médias à l'époque évoquaient la possibilité d'une lévitation, fait qu'Ed Warren a validé de par son expertise de démonologue et sa présence unique sur les lieux. Les enquêteurs ont indiqué qu'elle paraissait simplement sauter de son lit, et je trouve en regardant la photo avec du recul que c'est plus probable que la lévitation. En 2015, Janet Hudson, âgée alors de 45 ans, a affirmé avoir simulé quelques fois pendant toutes les fois où Bruce et son collègue étaient présents, seulement 2% en tout. En vrai, comme je l'ai dit à la fin de ma chronique, le poltergeist d'Enfield est l'un des cas les plus étudiés et surtout l'une des affaires où les experts ont obtenu le plus de preuves matérielles et de témoignages. Cependant, malgré tout cela, à part les Hudson, à part Gross, Playfair et Warren, qui étaient là suite à la success story américaine, enfin la sienne, eh bien personne d'autre n'a jamais su vraiment ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Et vu que les Hudson étaient pauvres, que leur maman trimait jour et nuit pour subvenir aux besoins de ses enfants, ça pourrait totalement être un coup monté des enfants, mais aussi de leur mère, ayant besoin de reconnaissance et d'argent. Pour moi, bien qu'il y ait eu des informations présentant des faits paranormaux, ce serait une mauvaise blague de la famille Hudson souhaitant se mettre en avant auprès du monde entier. Dans le second épisode de mes chroniques, je vous racontais la terrible histoire de la maison sanglante de Saint-Quentin, une maison achetée par Lucie et Jean-Marc Belmer en 1985. Cette petite maison, située dans le quartier de Rémicourt à Saint-Quentin, est vite devenue virale après la découverte de ses nouveaux locataires et de la police locale. Lucie, une femme au foyer, passe ses journées seule à la maison tandis que Jean-Marc, routier, est souvent sur la route. Et rien que ça, ça nous met sur une piste. L'histoire commence quand Lucie découvre le sang qui coule sur ses murs, la vaisselle qui éclate ou les murs qui sont cognés. Elle appelle la police qui découvre aussi ces faits. Et là, les médias s'emparent de l'histoire. Le problème, c'est que cette maison a retrouvé le calme après le départ des belles-mères. On dirait sûrement, oui, mais dans ton épisode, le policier il dit que quelqu'un l'a touché et qu'il a entendu du bruit. Oui, c'est vrai. Mais dès lors où on a peur, les choses n'existent pas forcément. On peut croire à tout lorsqu'on est dans un état de fatigue intense ou quand on fait l'objet d'une peur sans recul. Car oui, selon les neuroscientifiques français, les hallucinations, qu'elles soient visuelles, auditives ou olfactives, s'invitent à de nombreux moments de nos vies normales. 30 à 50% de la population générale témoignent avoir vécu une telle expérience au moins une fois dans sa vie.
Ainsi, aux frontières du sommeil, dans des états d'isolement, de stress, de migraine, de fatigue, de choc émotionnel, de prise de drogue ou encore d'épisodes de sport intense, tout le monde peut réellement ressentir une brèche dans le réel. Pour les enquêteurs sceptiques qui ont suivi l'affaire après, le départ des belles-mères a permis à la maison de retrouver son calme d'antan. Lucie Belle-Mère était d'ailleurs pendant toute l'affaire la seule présente sur les lieux, la seule à vivre toute la hantise de la maison sanglante. Pour moi, il y a de fortes chances que Lucie Belle-Mère avait besoin d'exister aux yeux des gens. Et en l'absence de son mari sur la route, c'était pour elle peut-être la meilleure option de faire sensation auprès des médias. Mais il serait néanmoins intéressant, si cela est encore possible, d'analyser le sang qui était emmené en labo à l'époque. Je ne vais pas m'arrêter sur l'épisode 3, car c'est un fait réel. Il y a des preuves, une enquête policière a été menée sur la secte de Caïdwelly. Je ne parlerai pas non plus de la D419, car j'explique à la fin de ma chronique que c'est un peu la suggestion hâtive d'infos pour faire de l'audience. Je ne parlerai pas non plus du quatrième épisode, car il existe beaucoup d'articles sur le sujet. L'histoire ressemble fortement à celle du poltergeist d'Enfield, soit peu de témoins et beaucoup d'irrégularités en fonction des ouvrages. Tout comme le sanatorium de Waverly Hills d'ailleurs. Quoique là, c'est un peu différent. Là, les témoins ne se connaissaient pas forcément. Cependant, même s'il existe plusieurs témoignages soumettant et partageant les faits racontés dans mes chroniques, il n'existe aucune preuve concrète. À part des photos floues et des enregistrements réalisés avec du vieux matériel, il n'y a rien qui prouve l'existence de fantômes ou de démons en ces lieux. Les photos et vidéos qui existent comme preuve peuvent être attribuées à l'effet de pareidolie, une double exposition utilisée pour créer des fantômes dans l'hôpital. Preuves photographiques ont été falsifiées depuis leur stade d'origine pour ainsi renforcer le sentiment que des fantômes existent au sanatorium de Waverly Hills afin que l'attraction véritablement hantée continue de recevoir des visiteurs. Dans l'effet pareidolie, il y a un jeu d'esprit tel que les images originales sont prises hors de la mise au point, une perception erronée impliquant la capacité des gens à voir avec une certitude aveugle. De plus, depuis la fin des années 2000, le sanatorium est devenu un lieu touristique où les propriétaires continuent de faire vivre le mythe de lieux hantés. Je pense qu'il est important de mettre en avant un fait qui, lui, est plutôt réaliste. Des badauds qui se sont rendus sur les lieux ont partagé leurs émotions aux journalistes et sur leurs blogs respectifs, notamment rapporté qu'une fois qu'ils étaient à l'intérieur du couloir de la mort et ou de la salle 502, pouvaient ressentir un sentiment de désespoir, un mal-être vis-à-vis du passé de ces lieux. Et c'est en effet tout à fait possible et même normal. Si vous passez par Cracovie un jour, au sein d'Auschwitz, il est possible de ressentir la même chose. Pareil, si vous passez dans un lieu, si vous en connaissez l'histoire, vous ressentirez les mêmes émotions. C'est humain, on fait tous preuve d'empathie. Enfin, sauf les monstres, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, dans tous les cas, je reste intéressé par les faits paranormaux, malgré ce que je viens de vous partager. Bien que les sceptiques comme moi ont plus de mal à y croire, je pense qu'il est nécessaire de prendre du recul sur ces histoires et qu'il faut aussi compter sur les compétences de chacun pour vérifier les faits. Cependant, même si notre monde est palpable, il reste des choses compliquées à expliquer pour le commun des mortels. Alors je pense que les chroniques paranormales ont encore de quoi vous surprendre avec tout ce qu'il nous reste encore à découvrir. Paranormal.